Ciao les coupos, c'est Emulord et je suis ravi de vous retrouver pour un 8ème envoyé spécial sur Final Fantasy XIV et en particulier le deuxième envoyé spécial sur son patch 2.1, j'ai nommé A Realm Awoken. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, nous allons résumer aujourd'hui un nouveau direct du Japon organisé par l'équipe du jeu, histoire d'en savoir un peu plus sur la seconde partie du contenu qui sera rajouté du 16 au 17 décembre prochain, au cours d'une maintenance qui durera jusqu'à 24 heures, rien que ça. Et pour ne rien gâcher, ce live a aussi été l'occasion de nous montrer les premiers aperçus vidéo de la version PlayStation 4 du jeu, encore en développement. L'événement commence sur les chapeaux de roue avec un nouvel embranchement de l'histoire de Eorzea, les quêtes tribales. Jusqu'ici, si vous vous contentiez de friter des Amalja subjugués par leurs dieux ifrites, vous apprendrez que tout n'est pas noir chez les hommes bêtes et pourrez même tisser des liens commerciaux en vous aventurant dans les camps pacifistes implémentés en 2.1. Comment ça fonctionne en bref ? 6 quêtes de difficultés différentes vous seront délivrées quotidiennement par des PNJ présents dans les camps, qui en les remplissant augmenteront votre niveau de réputation au sein de leur tribu. Augmenter votre réputation vous permettra d'accéder à des objets exclusivement vendus dans la zone, comme de l'équipement, des teintures, des ingrédients pour l'artisanat ou encore des meubles pour votre QG, mais également de débloquer la suite de l'histoire principale les concernant. Les Sylphes et Amalja étant les tribus concernées par cette mise à jour, c'est un excellent moyen de découvrir leur mode de vie, de comprendre les motivations des subjugués invoquant leur jeu primordial, mais également, soyons pragmatiques, de gagner de l'argent, de l'expérience et surtout des mémo quartz à l'agua, même si le producteur affirme que les donjons resteront plus efficaces dans ce domaine avec une hausse de 150% de l'expérience reçue au combat dans ce type d'instance. Comptez accéder à ce contenu via une quête débloquée dans les grandes compagnies d'Ul'dah et Gridania à partir du niveau 42 pour les Sylphes et 43 pour les Amalja. Sans transition, continuons avec une petite fonctionnalité qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle mais n'en est pas pour autant dénuée d'intérêt, la chasse au trésor. Et amis récolteurs, je m'adresse là à vous. Une fois toutes les 18 heures, vous aurez la possibilité de vous procurer une carte désignant l'emplacement d'un coffre quelque part en Eorzea. 5 grades de cartes au trésor existeront, le grade 5 étant potentiellement le plus rémunérateur, localisé dans des zones spécifiques de récolte que l'on vous laisse le soin de découvrir. Une fois un exemplaire en votre possession, il vous sera nécessaire de la déchiffrer pour en révéler toutes les informations, mais attention, passé ce stade, l'objet devient unique et personnel, ce qui signifie que la revendre ou en déchiffrer une autre vous sera impossible tant que celle-ci restera active. Du reste, une carte au trésor activée fonctionne sur le principe des mandats. Une nouvelle entrée apparaît dans votre journal et vous devez vous rendre dans la zone désignée pour excaver le précieux coffre. Battez tous les monstres qui apparaîtront éventuellement sans quitter la zone et les richesses infinies seront à vous ou pas. Bien sûr, ce que vous trouverez n'aura pas forcément une grande valeur, c'est donc avant tout une question de chance. Concluons ce point en rajoutant que l'équipe songe à d'autres moyens d'obtenir des cartes à l'avenir. Qui parie sur les donjons ? On embraye rapidement avec ce que les joueurs avides de toujours plus de compétition attendent de pied ferme, le combat joueur contre joueur, accessible à partir du niveau 30 via votre grande compagnie, à 4 contre 4 dans l'antre des loups. Vous pourrez y mettre vos réflexes et vos compétences de soldat à l'épreuve, tout d'abord grâce à un panel supplémentaire d'actions réservées au PVP dans une limite de 10 actions à rajouter à vos barres, afin de mieux piéger la viande fraîche qui s'offrira à vous. Endormir ou encore ralentir sa proie tout en se libérant soi-même des altérations d'état infligées par l'adversaire fera partie intégrante du gameplay, mais on nous renvoie vers le patch note de la mise à jour pour une liste un peu plus exhaustive. Enchaîner les combats, qu'ils se soldent par une victoire ou une défaite, vous fera gagner des rangs joueurs contre joueurs ainsi que des marques de loup, les premiers servant à débloquer les fameuses actions spécifiques à chaque classe et à les améliorer, et les marques de loup à acheter tout ce qui a trait à l'équipement spécial PVP, différencié du stuff classique par une statistique jusqu'ici inexploitée, le moral. Ce nouveau paramètre influence la défense magique et physique du personnage, condition donc sine qua non pour dominer en arène. En plus de la possibilité de le teindre pour marquer votre appartenance à un groupe, vous pourrez sortir le stuff PVP afin pourquoi pas d'encore renforcer votre défense. Le joueur contre joueur se démarquera également par une logique de combat retravaillée. Il s'en est dit peu à ce sujet, mais l'on sait par exemple qu'un archer fera désormais moins de dégâts s'il s'éloigne de sa cible, sans doute une bonne nouvelle pour les brutes fanatiques de corps à corps qui craignent d'être défaits par un combattant à distance inaccessible. Seul l'antre des loups est disponible pour l'instant, mais d'autres arènes et modes de jeu sont envisagés pour l'avenir. Vos victoires comme vos défaites seront enregistrées dans le profil joueur contre joueur de votre personnage, alors gardez l'œil ouvert. Tout ce petit monde, des nouveaux aléas qu'on nous promet, aux cartes au trésor en passant par le PVP, requerra parfois de monter une équipe en amont de l'activité que l'on souhaite mener à bien. C'est l'occasion toute trouvée de vous présenter la nouvelle fonction de recherche d'équipe. À la différence de l'outil de mission, la recherche d'équipe vous permettra de trouver des gros bras au sein de votre serveur pour absolument tout et n'importe quoi, tout en posant les conditions qui vous tiennent à cœur. En théorie, vous pourrez ainsi uniquement grouper avec des joueurs qui partagent le même but que vous.
Rechercher tel ou tel rôle, accepter les joueurs débutants, passer ou non les cinématiques, ce sont autant d'options incluses par défaut dans les paramètres, mais si cela ne vous suffit pas, libre à vous de rajouter des conditions supplémentaires en commentaire. Elle est pas belle la vie ? Allez, avant de parler PS4, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire crisser des dents. Blagounette mise à part, après tant de mois à nous charrier en affirmant que les prix des terrains immobiliers seraient astronomiques, le producteur a mis sa menace à exécution. Si construire sa maison ne sera pas horriblement onéreux en soi, faire l'acquisition du terrain fera bien plus de mal à votre porte-monnaie. Le moins cher et le plus petit des terrains, dépendamment du serveur sur lequel vous avez élu domicile, verra son tarif de base varier de 4 millions à 40 millions de giles. A titre d'exemple, les Mougoliens et les Cerbérois devront s'acquitter de 6,4 millions de giles pour une petite maison, tandis que sur Ragnarok, ce ne sont pas moins de 20 millions qui devront être investis. Autant dire qu'avec un petit dixième de cette somme, je suis mal barré. Notez tout de même qu'à défaut d'être acheté, un terrain verra sa valeur chuter de 0,14% toutes les 6 heures pour atteindre un prix plancher au bout de 90 jours. Mais avant de monter sur vos grands chevaux, je vous rappelle que l'immobilier est pour l'instant réservé aux QG de compagnies libres, les guildes de FF14, qui d'ailleurs verront leur niveau maximal passer de 5 à 8 pour l'occasion, les maisons individuelles étant considérées pour courant 2014 si tout va bien et les prix pouvant être revus à la baisse par les développeurs avec le temps, bien évidemment. Cet envoyé spécial touche presque à sa fin les amis, je vous propose de terminer en beauté sur les nouveautés de la version PS4 de FF14 prévue pour avril prochain. Sur cet aperçu de Titan Extrême, abordons brièvement la question de la période de bêta du jeu. Cette dernière s'étendra sur une courte période, à partir du 22 février prochain, date d'arrivée de la PS4 dans les contrées japonaises, jusqu'à la sortie officielle. Elle devrait se découper en 2 phases, la première consacrée au debugging, et la seconde se déroulant sur nos mondes habituels et donc jouable avec nos propres personnages. Dans le champ des nouveautés invoquées sur la console Next Gen, on nous a parlé de jeux complètement compatibles avec le clavier et la souris, à l'instar de son homologue PC, et de la possibilité d'utiliser le pavé tactile de sa manette pour émuler le fonctionnement d'une souris externe. Le bouton Share permettra de partager fluidement son expérience de jeu tout en profitant de la finesse d'une résolution Full HD à 60 images par seconde. La PlayStation Vita est également de la partie et vous permettra, comme c'est la mode en ce moment, de contrôler et afficher l'écran du jeu directement sur la console portable à distance de votre PS4. On nous assure que l'impact sur les performances et le retard d'affichage entre PS4 et PS Vita, dû au passage par un réseau sans fil, sera négligeable, bien que Naoki Yoshida nous déconseille de tenter un primordial extrême dans ces conditions, y préférant largement une activité plus calme, comme la pêche. L'écran tactile fera office de souris, tandis que le pavé arrière servira à dégainer son arme. Une fonction permettra également d'échanger L1 R1 et L2 R2, la Vita étant dépourvue de telles gâchettes. Et pour finir, bonne nouvelle, non content d'être gratuit pour tous les joueurs PS3 et d'exister en version collector pour les nouveaux arrivants PS4, Final Fantasy XIV ne nécessitera pas de payer les services de PlayStation Plus en supplément de son abonnement mensuel pour pouvoir y jouer. Néanmoins, si vous ne comptez pas jouer qu'au MMO, la facture de vos services en ligne pourrait légèrement s'alourdir en passant à la nouvelle génération de consoles. Et bien voilà, cette fois c'est fini, ou presque. Voici en vrac 2-3 infos inclassables que j'avais envie de rajouter avant de vous quitter. Les développeurs veulent nous inciter à nous déconnecter dans les safe zones. Les plus malins d'entre nous le faisaient déjà pour bénéficier d'un bonus d'expérience, mais à l'avenir, après vous être retrouvé coincé dans un rocher à votre connexion, peut-être vous sentirez-vous plus motivé à retourner dans un camp avant de quitter le jeu. Le mariage a été teasé via de l'artwork, les nouvelles coiffures implémentées seront uniquement accessibles via l'esthéticien et pas l'écran de création de personnages, et 2 événements sont annoncés dans un avenir proche, celui pour les fêtes de fin d'année dès la semaine prochaine et un cross-world event autour de Dragon Quest, Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV en janvier. Pour finir, le détective farfelu Hildebrandt, disparu depuis la fin de la V1, reviendra au gré de quêtes hautes en couleurs accessibles à bas niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo autour du patch 2.1 et de la version PS4 les coupos. Ciao ciao et portez-vous bien.